Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Christine Lambert-Perrault. Je suis coordonnatrice scientifique de l'Institut du patrimoine culturel et coordonnatrice adjointe du Centre de recherche Culture, Arts, Société. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de Cyrine Boisgila. Je tiens à remercier notre membre Daniela Moisa qui organise avec le soutien de l'IPAC, du CELAT et du GRIDEC la série Réparer le patrimoine pour mieux habiter le monde dans laquelle s'inscrit la présentation d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente conférence et je cède maintenant la parole à Daniela. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour cette brève introduction. Je me présente, c'est Daniela Moïsa, professeure au département Société, Territoire et Développement de l'Université de Québec à Rimouski. Je suis aussi chercheur de CELAT, donc, et puis de l'IPAC. Je vous souhaite la bienvenue à cette quatrième conférence de la série Réparer le patrimoine pour mieux habiter le monde, organisée dans le cadre du cours Habiter au 21e siècle que j'enseigne au premier cycle ici à l'UQAR. Donc, je tiens à remercier avant tout très, très chaleureusement l'Institut du patrimoine culturel de l'Université Laval, IPAC, le Centre de recherche Culture, Arts, Société, CELAT, puis le groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional de l'Est de Québec, GRIDEC, pour leur collaboration et leur appui à cette série. Puis qui propose de réfléchir aux multiples facettes de la réparation, au-delà des gestes techniques et à ses effets sur le lien social, le lien à l'environnement et le lien à soi, à l'individu. Je suis très très heureuse d'accueillir aujourd'hui Cyrine Boisgila, anthropologue et responsable des partenariats de recherche Espace Ville Autrement à Montréal. Cyrine est spécialiste de l'anthropologie de l'espace, titulaire d'un doctorat en architecture en Tunisie, puis d'une maîtrise en anthropologie appliquée à l'Université de Montréal. Sa conférence intitulée Suivre le fil réparateur, repenser le patrimoine bâti comme démarche réparatrice de la migration nous invite à réfléchir à la notion de réparation à travers l'expérience migratoire et ce lien qui me passionne beaucoup, le lien entre le patrimoine et la migration. Et elle nous amènera à explorer cette relation qu'on l'entretient avec le patrimoine bâti, à la fois dans le pays d'origine, la Tunisie dans ce cas, et puis dans le pays d'accueil, le Canada, le Québec. Donc, Cyrine, sans plus tarder, la parole est à toi. Merci beaucoup, Daniela. Merci pour cette belle introduction. Je suis très heureuse de faire cette présentation avec vous aujourd'hui. L'exercice a été à la fois très stimulant et un peu délicat, puisque c'est la première fois que je vais parler de mon pays d'origine, sachant que je suis au Québec depuis 4 ans. Euh, donc, je vous invite à écouter un petit peu cette réflexion exploratoire que je fais d'un point de vue, disons, d'une personne qui est entre la recherche et la pratique en ce moment. Je suis donc de formation anthropologue et architecte, mais je suis actuellement aussi dans la pratique, faisant partie d'un OBNL d'économie sociale donc, qui s'appelle Espace Ville Autrement. Donc, c'est vraiment une réflexion exploratoire que je vous propose. Donc, comme je disais tantôt, je suis architecte de formation en Tunisie. Je suis arrivée au Québec il y a 4 ans et j'ai mené mon projet de spécialisation en anthropologie de l'espace à l'Université de Montréal en faisant d'abord une mineure en anthropologie et ensuite une maîtrise en anthropologie appliquée. Et j'ai été graduée il y a quelques mois. Je suis responsable des partenariats de recherche, donc à Espace Ville Autrement, c'est un OBNL en économie sociale qui touche un peu à l'enjeu de la vacance et puis qui se donne pour mission d'être le quartier général pour penser et faire la ville autrement. Je suis aussi membre de l'équipe du projet Murel, Municipalité, Religion et Laïcité, avec Solange Lefebvre, et je fais du terrain sur certaines églises requalifiées en projet collectif en région au Québec pour ce projet Murel.
Donc la présentation aujourd'hui s'intitule Suivre le fil réparateur. Le plan de la présentation est comme suit. Je vais commencer par me situer, où il sera question de clarifier ma positionnalité et puis de parler aussi de mon parcours. Je vais introduire la proposition du fil conducteur et aussi des éléments de réflexion. Je vais aussi contextualiser à un moment donné, puisque je vais vous parler de la Tunisie, donc je vais me permettre de contextualiser davantage pour la Tunisie que pour le Québec, puisque mon auditoire aujourd'hui euh, est essentiellement composé de personnes québécoises, je présume. Euh, je serais heureuse de savoir s'il y a des personnes tunisiennes après, pendant peut-être l'échange, après la présentation. Je vais vous partager des observations préliminaires issues de terrain exploratoire. Je vais conclure avec une tentative de comparaison ancrée où j'opte pour la modalité de la résonance dans cette comparaison et peut-être aussi partager des éléments théoriques de cette réflexion si jamais on a le temps. Donc pour me situer, alors pourquoi je me situe? Parce que la posture réflexive est un outil de rigueur épistémologique en anthropologie. La démarche réflexive consiste à être constamment dans ce processus d'examen continu de l'influence de sa positionnalité dans sa réflexion, à savoir ses sensibilités, son influence sur les choix méthodologiques, l'angle d'interprétation et aussi les angles morts en matière d'influence, justement dans la réflexion que je vous propose. Donc, en tant que chercheuse située, je suis un corps avec une trajectoire et puis un regard qui s'est construit au fil du temps et des expériences à travers divers contextes. Donc, pour nommer ma positionnalité, qui est donc un moment important dans toute réflexion en anthropologie, je me définis comme une personne de genre féminin. Je suis nord-africaine, méditerranéenne, aux origines ethniques diverses sur le plan familial. Je suis de nationalité tunisienne, euh, prochainement citoyenne du Canada. Je suis issue de la classe moyenne éduquée de la Tunisie, fruit de l'éducation nationale. Je, je n'ai pas, je, enfin, je parle plusieurs langues, mais je suis parfaitement bilingue, c'est-à-dire arabophone et francophone. Euh, je suis ce qu'on considère en Tunisie une personne occidentalisée et j'adhère à la pensée décoloniale et anti-hégémonique depuis plusieurs années. Donc ma formation en Tunisie s'est faite en architecture, comme je vous ai dit. J'ai baigné 22 ans dans l'architecture en Tunisie entre formation, pratique, enseignement et recherche. Les recherches ont porté essentiellement sur la notion d'ambiance et de sacralité poétique. J'étais responsable d'un atelier de projet architectural qui s'appelle Habiter autrement, où il était question de s'intéresser aux luttes urbaines, aux occupations informelles de l'espace et à des modalités autres de faire de l'architecture. Ce travail, cette manière de concevoir l'architecture est inspirée en partie par un, un livre qui a été, une lecture qui a été marquante dans mon parcours, qui est Contre l'architecture de la Tchékla. On peut peut-être en parler plus tard. Et puis, ce que vous voyez là, la photo à gauche, c'est celle de la couverture du livre collectif qui vient de sortir en Tunisie, où j'ai mené un travail d'ethnographie visuelle sur l'occupation informelle des espaces publics dans le noyau historique d'urbanisme colonial d'une petite ville qui est au sud de Tunis, Tunis, la capitale de la Tunisie. Euh, alors, au Québec, je me suis formée en anthropologie, comme je vous ai dit tantôt, où j'ai pu trouver les outils qui me manquaient en architecture. Je me suis spécialisée et puis, en anthropologie de l'espace et puis je pratique depuis 2 ans dans l'économie sociale et solidaire en aménagement. Donc, j'ai participé à la production d'un outil qui s'appelle Portrait d'église requalifié en projet collectif au Québec, qui est disponible sur le site d'Entremise. Et ce travail-là, en arrivant au Québec, m'a réconcilié avec le patrimoine. Et quand je dis patrimoine, je vais expliquer tantôt de quel patrimoine je parle. Je parle particulièrement du patrimoine religieux et je m'intéresse donc dans la pratique en économie sociale à la question de la vacance à Espace Ville Autrement, sur laquelle on travaille en lançant récemment
l'Observatoire de la vacance à Montréal. Donc, pour me situer aussi, je dois parler de cette trajectoire qui est faite d'une double migration, mais aussi de rupture, parce qu'il y a une migration entre deux mondes, même si je viens de l'Afrique du Nord vers l'Amérique du Nord, il s'agit quand même d'une traversée du sud vers le nord. Cette traversée-là a impliqué une reconstruction identitaire. Dans l'exil, en quelque sorte, si je reprends les mots d'Edouard Saïd, où il est question de se reconstruire une identité éminemment plurielle. Il y a aussi dans cette migration du sud au nord une perte. La perte de son titre d'architecte et puis de la valeur de ses diplômes qui, disons, une dévaluation des diplômes et non pas une non-reconnaissance. On perd même la valeur de son permis de conduire. Après avoir conduit 20 ans en Tunisie, j'ai dû refaire mon permis. Alors là, c'est pour vous dire qu'il y a un enjeu de reconnaissance majeur quand on vient du Sud, où en absence d'entente entre les pays, on doit mener une épreuve de plusieurs années sur plusieurs étapes pour pouvoir faire reconnaître son titre professionnel. Chose que je n'ai pas faite parce que j'ai fait l'option de faire aussi une migration entre les disciplines pour aller vers l'anthropologie de l'espace. Alors, ce qui me permet d'aborder l'espace construit comme étant un espace qui n'est pas neutre. Ce qui m'a intéressé dans l'anthropologie de l'espace, c'est de comprendre le rapport à l'espace au prisme des rapports de pouvoir. Il m'a été possible d'explorer ce qui permet les outils qui permettent de comprendre le rapport à l'espace que l'on transforme et qui nous transforme en retour. Donc, l'anthropologie de l'espace est une discipline relativement jeune qui existe depuis une vingtaine d'années et elle est totalement interdisciplinaire et toujours en construction. Alors, donc, ce qui m'intéresse, c'est en particulier les lieux de pouvoir en tant que patrimoine. Et pour expliquer ce que je parle d'espaces qui sont porteurs de mémoire, de domination, d'exclusion ou de contrôle. Mais ce qui est intéressant dans ces espaces-là, qui peuvent être, par exemple, de contrôle du corps, comme les hôpitaux ou les hospices, ou encore de domination en termes de contrôle de la normativité spirituelle et sociale, comme les lieux de culte, ou d'exclusion parce qu'ils sont inaccessibles pour certaines communautés. Ce qui est intéressant dans ces espaces-là, c'est qu'ils sont aussi porteurs de mémoire de résistance. Ce qui m'intéresse dans ces lieux de pouvoir, c'est que quand il y a des situations de transformation, de projets de transformation, on voit qu'il y a des rapports de pouvoir qui se matérialisent, qui se projettent dans l'espace. Et je parle donc des rapports de pouvoir entre les parties prenantes de la transformation de ces espaces de pouvoir. Donc, ce qui est intéressant dans ces lieux-là, c'est qu'ils peuvent devenir de formidables lieux d'observation, de détournement, où on peut s'adonner à l'observation d'une spatialisation des négociations de limites entre ce que l'on a tendance à opposer auparavant. Donc, pourquoi je propose le fil conducteur, donc le fil réparateur? Donc, c'est par rapport au parcours que je viens de vous décrire. C'est en lien avec le fil conducteur à l'origine. Donc, comme quand Daniela m'a proposé de parler de réparation, il m'a semblé, en croisant cette question de la réparation avec mon parcours, que la notion de fil conducteur qui répare est pertinente, et cela à deux niveaux. Avec au niveau personnel, comme je viens de vous l'expliquer, puisque c'est ancré dans mon parcours. Généralement, on parle de suivre sa bonne étoile, mais là, ce que je propose, c'est suivre son fil réparateur, dans le sens où, au lieu de suivre quelque chose dans le ciel, on tisse son propre fil au sol que l'on tisse par soi-même, par ses propres mains, pour trouver une continuité et ne pas perdre le nord, justement, dans la migration vers le nord. Ce fil qui a un côté matériel, gestuel, dans l'acte de recoudre des fragments qui ont été séparés dans son parcours, mais c'est aussi un fil conducteur dans sa dimension narrative, parce qu'il permet de se raconter en gardant une certaine cohérence au fil
de la reconstruction à la fois professionnelle et identitaire. Donc ce fil réparateur a donc une dimension personnelle, mais aussi conceptuelle. Et c'est ce que je vous propose aussi dans cette réflexion, dans la mesure où on peut l'appliquer au bâtiment et dans son rôle comme fil réparateur du tissu social, quand les communautés réinvestissent des espaces porteurs d'une histoire de domination et de contrôle. Donc cette proposition de réflexion, elle est exploratoire. J'insiste vraiment sur le caractère exploratoire, puisqu'il ne s'agit pas d'une étude que j'ai menée. C'est une idée que je vous propose pour cette conférence, sur laquelle je réfléchis depuis quelques semaines à peine. Et puis, cette comparaison que je vous propose, elle opte pour le mode de la résonance. Je ne cherche pas à opposer ou à révéler des contrastes entre le Québec et la Tunisie, mais davantage d'explorer des résonances entre les deux contextes qui sont très différents, même s'il peut y avoir des similitudes, même si on ne s'y attend pas, mais il y a quand même des similitudes selon moi. Donc, ce que je vous partage, c'est des observations préliminaires issues de terrains exploratoires, avec deux maîtres mots, donc l'exploration et la résonance. Je ne m'intéresse pas au projet institutionnel de conservation de bâtiments patrimoniaux, mais plutôt aux situations où on reprend collectivement, où les citoyens reprennent d'anciens lieux de pouvoir patrimoniaux, que cela soit en Tunisie ou au Québec. Donc, la méthodologie, comme vous l'avez compris, comme j'ai commencé par me situer, donc elle opte pour une posture réflexive et ancrée, avec ses angles morts et mes sensibilités, sur fond de parcours migratoire et interdisciplinaire. Je vais vous proposer des photos issues d'une ethnographie visuelle d'espaces que je connais ou que j'ai visités, pour mener une observation des pratiques spatiales. Et puis l'approche comparative, comme je vous l'ai dit tantôt, ne cherche pas à dégager d'opposition ou de contraste. Et comme elle est très exploratoire, je tiens à dire que l'exercice est délicat et qu'il y a un risque réducteur, mais j'assume totalement la non-équivalence et la symétrie, vu le caractère exploratoire de cette réflexion. Donc, Québec-Tunis. Québec-Tunis, je vous ai mis une carte issue d'Internet où j'ai essayé de montrer à la fois la ville de Québec et la ville de Tunis. Donc, c'est à 6530 km à vol d'oiseau, 8 heures d'avion. Et si ça vous tente d'envoyer un message par pigeon voyageur, sachez que ça prendrait 93 heures et 17 minutes. Donc, la Tunisie, comme vous le voyez à droite, a une forme très particulière, en termes de limites géographiques. Et puis, ce qui est particulier aussi à la Tunisie, pour distinguer du Québec, de la province du Québec, c'est qu'on a un spectre de l'aride qui se déploie en termes de climat entre l'humide au nord-ouest et le saharien dans le tiers bas du pays. Donc c'est pour vous dire que le paysage et les contextes varient dans un territoire qui n'est pas si petit, même si on dit souvent que la Tunisie est un petit pays. Mais si vous voyez la carte, donc avec l'Atlantique entre le Québec et la Tunisie est quand même 5 fois plus grande que la Belgique, par exemple, et il y a 11 millions d'habitants, voire 12 millions, et une diaspora qui augmente dans le monde, qui dépasse, je pense, les 2 ou les 3 millions. Je ne suis pas sûre des chiffres. Donc, j'en arrive donc au moment le plus délicat. C'est cette planche, si j'ose dire, que j'ai dû faire pour montrer la diversité de ce qu'on appelle le patrimoine en Tunisie. Je me suis permis de le faire pour la Tunisie, pour ceux qui ne connaissent pas le pays. La Tunisie, en tunisien, on appelle Tunis. Donc la Tunisie, c'est une dénomination française, Tunis ou Ifriqiya, qui a donné dans l'Antiquité, enfin, la Tunisie dans l'Antiquité s'appelait Ifriqiya, c'est ce qui a donné le nom au continent de l'Afrique. Donc, on se targue en Tunisie, on dit souvent on est un territoire avec 3000 ans de civilisation. Donc 3000 ans de civilisation qui remontent à l'ère punique, voire au-delà. C'est l'Antiquité, la préhistoire qui est très présente dans le paysage en Tunisie, avec de grandes
domaines, disons, de grands parcs, disons, archéologiques, puniques et enfin, essentiellement romains. Donc cette antiquité est très présente dans le paysage. On se targue justement d'avoir comme le Colisée le plus grand de l'Afrique du Nord, les mieux conservés aussi. On a des sites reconnus comme du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a 9 en Tunisie et il y en a qui sont reconnus comme ayant une valeur exceptionnelle. Euh, En dehors de cette ancienneté du patrimoine, il y a un socle qui est très important, qui est le socle autochtone qu'on appelle Amazigh en Tunisie, communément désigné comme berbère. Mais quand on est Amazigh, on revendique l'appellation Amazigh et non pas berbère. Donc ce socle vernaculaire, c'est un modèle exceptionnel d'adaptation au contexte. Comme vous voyez les photos en bas, c'est des maisons troglodytes et c'est des modèles d'habitation écologiques qui sont très étudiés à l'école d'architecture en Tunisie, mais pas assez valorisés ou protégés, j'oserais dire, même si en 2023, il y a le modèle de Djerba qui a été reconnu par l'UNESCO et donc classé. Euh, il y a aussi l'architecture arabo-musulmane et méditerranéenne qui est au cœur, disons, des reconnaissances patrimoniales depuis l'indépendance. La Tunisie a été colonisée par la France de 1881 à 1956. Donc, il y a donc une architecture coloniale, comme vous voyez un peu sur la droite, avec de multiples influences, Art Nouveau, Art déco, du néo-gothique, du néo-mauresque qu'on appelle en Tunisie le style arabescence. Et puis, il y a aussi de l'architecture moderne et un style propre à la post-indépendance du pays, avec des enjeux actuels sur la préservation de certaines architectures de type brutaliste. Par exemple, comme vous le voyez sur la photo, c'est l'hôtel du Lac, une sorte de vaisseau en triangle inversé. Donc, j'ai commencé par faire cette planche qui est très difficile à faire pour représenter la richesse et la stratification complexe du patrimoine en Tunisie, pour dire justement que le patrimoine est une notion qui n'est ni universelle ni stable, et que sa définition, selon les chercheurs, dans toutes les études menées par les chercheurs en patrimoine, montre que la définition elle varie incontestablement selon les contextes culturels et historiques. Ce qui est certain aussi, c'est que la notion est polysémique, surtout quand on se penche sur les vocabulaires locaux, où on démontre les divergences et les dissonances dans ce que le patrimoine veut dire pour les communautés locales. En Tunisie, par exemple, le mot patrimoine en français a été importé avec la colonisation française qui a fortement valorisé le patrimoine romain. Euh, et, bon, il y a eu aussi des luttes pour la reconnaissance de l'héritage. Sous la colonisation, il y a une lutte pour la reconnaissance de l'héritage du patrimoine arabo-musulman qui a été complètement occulté par les Français pendant la colonisation. Donc en Tunisie ou Tunis, le terme patrimoine en arabe tunisien, c'est Tourath. Tourath qui veut dire euh, hérité. Enfin, je veux dire, étymologiquement, il est dérivé de la racine waratha qui veut dire hérité. Il partage la même racine avec le mot mirath qui est héritage. Donc c'est différent du patrimoine en français, avec patrimonium, qui est l'héritage du père, qui renvoie à l'idée de la patrie aussi. Donc en arabe, il n'y a pas ce lien avec le père et la patrie. Donc, dans les recherches sur le vocabulaire local, par exemple, les vocabulaires locaux de l'héritage du patrimoine en Tunisie, on a soulevé, par exemple, on a démontré qu'il y avait, en termes de divergence, de polysémie de cette notion, des significations qui vont désigner le patrimoine comme quelque chose qui renvoie à quelque chose de totalement immatériel, de ou aussi de quelque chose qui est complètement dépassé, qui n'a plus de sens dans le présent. Ce qui est intéressant aussi en Tunisie, c'est qu'il y a 3 attitudes qui ont été identifiées par l'Argesh en 2008 par rapport à 3 composantes clés du patrimoine tunisien, à savoir que
le patrimoine antique, selon lui, ou romano-africain, est instrumentalisé, puisqu'il est utilisé, mobilisé pour des raisons économiques, vu que la Tunisie est un pays touristique. Donc, il est valorisé pour des raisons économiques, vu que le tourisme est l'un des piliers de l'économie tunisienne. Ce patrimoine-là, antique, est perçu comme extérieur pour les Tunisiens, tandis que le patrimoine arabo-islamique, il est idéalisé et il est considéré comme étant l'origine. Et c'est là que commence la vraie histoire. Et en contrepartie, ce que j'ai mentionné tantôt, l'amazigh, qui est le socle qui existe depuis des milliers d'années sur le territoire tunisien, c'est considéré comme un patrimoine refoulé, très peu valorisé et occulté aujourd'hui même, après la forte modernisation qui a eu lieu depuis l'indépendance du pays. Politiquement, c'est assez complexe depuis 2011, depuis la révolution en Tunisie, où sur le plan du patrimoine, il y a une absence de stratégie politique et de vision claire, et puis un détournement des institutions de la question de la conservation et de la valorisation du patrimoine. Cela n'empêche pas qu'il y a énormément de militants, enfin énormément, il y a beaucoup de militants qui s'activent pour faire reconnaître certains patrimoines. Alors, au Québec, en comparaison avec cette profusion de patrimoine et cette stratification complexe, avec tous ces enjeux identitaires par rapport à divers types de patrimoine en contexte post-révolutionnaire, donc depuis 2011, on trouve au Québec un patrimoine relativement jeune et qui est présenté dans le discours commun, officiel, comme étant homogène. Euh, on- Moi, ce que je vois et ce que les experts voient aussi, c'est qu'il y a une profusion d'églises vides. Je pense que c'est assez aisé de le constater. Donc cela vient dans le sillage des conséquences de la Révolution tranquille. Donc on est à plusieurs décennies après la Révolution tranquille. En Tunisie, on est à 15 ans après la Révolution de la dignité en 2011. Donc, ce qui est important actuellement au Québec, c'est la réflexion, par exemple, sur l'avenir des églises, parce que c'est une réflexion qui porte sur les cœurs de village. Il y a un enjeu de reconnaissance aussi de ce patrimoine de proximité dans certains villages où les églises qui ont leur cœur ne sont pas reconnues comme patrimoine par les institutions. Et dans cela, je me réfère aux études de Nopen et Morisset. En termes de rôle de l'institution, on peut parler d'une présence-absence, puisque l'institution est incontournable dans les démarches de transformation du patrimoine, qu'il soit reconnu ou pas. Cela dit, après les coupures budgétaires de l'année passée, on dénonce de plus en plus et depuis quelques années ce qu'on appelle un statu quo. Donc, je vous partage maintenant quelques observations préliminaires issues du terrain tunisien, donc, qui est une ethnographie visuelle des espaces avec mes propres photos, des photos aussi d'un urbexeur et un collaborateur précieux depuis quelques années qui s'appelle Mourad Ben Cheikh Ahmed, qui a une page Facebook qui s'appelle Lost in Tunis, dans laquelle il documente depuis plus de 10 ans euh, des bâtiments patrimoniaux occupés ou à l'abandon. Et puis, j'utilise aussi avec leur consentement le photo de collègues architectes et photographes en Tunisie. Donc, la première observation que je voulais partager avec vous, c'est celle qui m'est venue en premier lieu à l'esprit quand il est question de parler de rapport au patrimoine en Tunisie. C'est une photo, c'est l'une des dernières photos que j'ai prises avant de quitter la Tunisie il y a 4 ans. Euh, donc, c'est ce que vous voyez en arrière-plan, c'est la mosquée Sahab Taba, en marbre, là, sur 2 strates, sur 2 niveaux. Et puis, au sol, en premier plan, ce que vous voyez, c'est un souk. Ce qu'on appelle un souk, c'est un marché populaire, le marché traditionnel en quelque sorte, ouais, c'est ça, le marché traditionnel. Donc, ce que je voulais vous montrer avec cette photo, c'est que cette mosquée que vous voyez en arrière-plan, elle a été construite au début du 19e, oui, c'est ça, 19e siècle, en 1814-1815, par un ministre qui était
gardien des sceaux. Sahab Tab en Tunisie, en tunisien ou en arabe, veut dire le gardien des sceaux. Donc, elle a été construite dans un moment où il exprimait, où il voulait à la fois faire acte de piété et de charité, mais aussi où il voulait développer ce quartier qui s'appelle Halfawin, qui est un faubourg de la Médina, qui est la vieille ville de Tunis, une ville médiévale de plus de 10 siècles d'âge, qui est aussi classée patrimoine mondial de l'humanité, euh, patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc, au pied de ce monument, qui est le symbole du prestige, avec une architecture monumentale, recouvert de marbre polychrome, de marbre blanc de Carrare, importé d'Italie au début du 19e siècle, à l'architecture inspirée, influencée par des styles européens, puisqu'on trouve à l'intérieur des colonnes à fût cannelé, par exemple, un style qu'on appelle italianisant, et comme je vous ai dit, du marbre, des plaquages de marbre importés d'Italie. Au pied de ce monument aujourd'hui, qui est toujours actif, hein, c'est une mosquée toujours active et fréquentée par les fidèles, on a cette strate de vie commerciale informelle qui grouille à chaque jour. Là, ce qu'on voit sur la photo, c'est des parasols, c'est des étalages de fortune, euh, c'est des, euh, c'est des légumes et des fruits, c'est un échange vraiment commercial des plus ordinaires et prosaïques en Tunisie. Ça se passe sur une place. Là, je vous montre une autre photo à droite qui a été prise à partir d'un autre angle par Mourad Menchir Ahmed. Donc, comme vous voyez, la mosquée, elle est occupée là pendant la prière. Donc, vous voyez à l'intérieur, euh, vous voyez du monde qui est là. Et puis, à son pied, sur la place, se passe en même temps le souk, qui est, même en apparence, même s'il est en apparence éphémère, il est permanent à tous les jours. Et cette activité commerciale, ce quartier, il est très achalandé. Euh, Sachant que ce quartier-là, quand cette mosquée a été construite au XIXe siècle, c'était dans une logique de développement du quartier. D'ailleurs, plusieurs palais ont été construits par la suite tout autour, des dignitaires du régime bellical qui étaient affiliés à l'Empire ottoman au XIXe siècle. Et, euh, et aujourd'hui, cette place qui était entourée de palais auparavant est aujourd'hui l'un des endroits les plus populaires et achalandés du centre-ville de Tunis, enfin de la ville de Tunis. La deuxième observation que je voulais partager avec vous, c'est justement quelque chose à laquelle a pu accéder mon collègue et urbexeur Mourad Benchir Ahmed. En urbexeur, il a pu accéder à l'ancien consulat de Russie qui se trouve dans le quartier franc de la Médina, donc la ville médiévale de Tunis, de 10 siècles d'âge. Ici, il s'agit du consulat de Russie qui a été construit au XIXe siècle. Et il est occupé depuis quelques années par un atelier de fabrication de chaussures. Donc, il y a une dizaine de consulats dans ce quartier qui témoignent de la forte activité diplomatique à l'échelle internationale de Tunis au XVIIIe et au XIXe siècle jusqu'au XXe. Et tous ces consulats-là, donc vous voyez sur la photo à droite, c'est ce qu'on voit depuis la rue, cette fenêtre complètement rafistolée, rouillée, avec de beaux détails qui restent, mais qui sont en complète décomposition, en totale décomposition. Donc l'activité continue à l'intérieur. Donc ces bâtiments, même si en apparence ils ont l'air parfois abandonnés, ils continuent à être occupés par des corporations, par des petits fabricants de chaussures, sachant que la Médina est une partie de la ville de Tunis qui est très touristique, mais aussi très appropriée, très utilisée par les locaux pour toutes sortes de, de courses au quotidien et de besoins très ordinaires. Le troisième
exemple que je voulais vous montrer en Tunisie, le troisième cas, c'est celui d'un économa colonial à Ardaïef, dans le sud de la Tunisie, dans ce qu'on appelle le bassin minier de la Tunisie, à Gafsa. Donc, c'est là où les Français, à la fin du 19e, ont découvert le phosphate et donc ils ont installé leurs mines, euh, créé des chemins de fer pour pouvoir acheminer les ressources à l'extérieur, vers l'extérieur de la Tunisie. Donc, ce qui est intéressant dans cet économa, c'est qu'il a été abandonné pendant plusieurs années et qu'il était un vrai dépotoir. Donc, c'est les jeunes de Rdaïf, une vingtaine de jeunes avec d'autres acteurs militants et employés de la compagnie des phosphates de Gafsa d'ailleurs, qui se sont impliqués pour reprendre cet économa à l'abandon. Il a fallu plus d'une dizaine de camions pour vider les déchets qui occupaient cet économa et puis les déchets de phosphate, etc. Et ils ont fait une sorte de café, d'espace de rencontre et puis de résidence artistique pour les locaux et aussi pour accueillir des artistes d'ailleurs. Ce qui est intéressant dans ce genre d'occupation collective, c'est que ça s'est fait avec l'accord de la compagnie des phosphates, dans le sens où ils leur ont cédé l'occupation de cet édifice, mais il est toujours leur propriété, la propriété de la compagnie des phosphates. Ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes-là et ces personnes-là qui ont repris cet économa parlent de fakken, qui est en tunisien arracher quelque chose. Donc pour eux, ils l'ont repris avec un geste de récupération de quelque chose qui leur a été interdite ou inaccessible pendant des années et qui représente le pouvoir extracteur du colonisateur pendant des décennies. Pour le terrain exploratoire au Québec, donc là, je passe au deuxième volet de cette réflexion que je vous propose à partir de l'ethnographie visuelle des espaces. Pour le terrain exploratoire au Québec, je vais utiliser mes propres photos, mais aussi les photos d'entremise et puis des photos de projets, parfois trouvées sur Internet. Alors, moi, en arrivant au Québec, donc en 2022, le déclic justement de mon intérêt pour le patrimoine, qui est une notion que j'évitais en Tunisie, je vous le dis, et je pourrais vous expliquer peut-être après dans l'échange pour quelle raison je parle de réconciliation avec le patrimoine. Ce moment a constitué un déclic parce qu'il s'agissait d'un ciné-concert dans une église anglicane au cœur de Montréal, un ciné-concert de Nosferatu, où il y avait un organiste qui jouait de la musique en live. Et puis, il y a eu une pause à un moment donné où on servait du maïs éclaté et de la bière dans le narthex de l'église, qui est toujours active, soit dit en passant. Et ce qui m'avait interpellée, c'est qu'il y avait cette croix immense en bois derrière les stands de maïs éclaté et que la feuille des tarifs était clouée au cœur de la croix. Ça a été le moment du déclic où je me suis dit, il se passe quelque chose d'intéressant. Et puis cet événement festif-là, il n'est pas unique, bien sûr, et j'imagine que vous le savez mieux que moi. Il y a plusieurs spectacles exceptionnels qui se passent dans des églises toujours actives, mais peut-être pas très, enfin plutôt vacantes, qui sont en voie de diversification de leurs activités, comme ici l'église de Saint-Denis, que vous voyez sur la gauche. Pendant le concert de Sun Ra Orchestra, qui est un groupe de musique afro-futuriste, donc il y avait du monde qui dansait, il y avait du monde qui dansait, et puis une personne qui dansait dans la chaire à prêcher, que vous voyez sur la droite. Donc ça, c'était les moments où j'ai été interpellée par ce détournement en quelque sorte des lieux ponctuels, certes dans le cadre d'événements festifs où le rire et la danse se déploient dans les nefs et dans les chœurs des églises toujours actives. De par aussi mon parcours au Québec, comme je vous ai dit tantôt, j'ai pu observer des projets de requalification d'églises, des requalifications collectives en région. Et là, les photos que je vous ai mises, ce sont deux cas d'églises qui ont été reprises par des OBNL ou des entreprises d'économie sociale. Donc celle à gauche, c'est le projet Rebond, qui est un cirque qui s'est installé dans l'église de Saint-Germain de Kamouraska. Et puis celle de droite, c'est le relais des écureuils à Donnacona,
où il y a tout un projet communautaire qui s'est installé dans cette église de la Pointe aux Écureuils, qui est un village qui a disparu après la fusion des paroisses et des municipalités. Donc, où on a installé un gym dans la nef pendant l'année scolaire. Vous voyez, à la place de l'hôtel, on a les bars horizontales. Et puis, ce qui m'a intéressé dans ces requalifications d'église, c'est que l'on garde les enveloppes totalement intactes, on conserve les détails, on les restaure, on rénove l'enveloppe, et puis on s'insère, on occupe la hauteur, le volume intérieur, et puis on met les activités physiques au centre de cet espace, sans toucher, en laissant intacte complètement son enveloppe. Et puis, il est question ici d'un cachet d'un cachet à préserver pour les personnes qui occupent ce lieu. Euh, pour le relais des écureuils, justement, c'est la photo de droite sur la diapo précédente. Ce qui est intéressant aussi, et c'est, je pense que c'est l'un des cas qui m'ont le plus euh, interpellé et puis intéressé, c'est qu'il y a aussi cette pratique qui consiste à s'amuser en, par exemple, posant des sculptures d'écureuils. Excusez-moi, je dois boire de l'eau. En posant donc des écureuils, des sculptures d'écureuils sur la façade. Et puis, comme je vous ai dit tantôt, c'est en lien avec une revendication, pardon, une revendication territoriale, dans le sens où l'OBNL, qui a repris cette église, conteste la disparition de la Pointe aux Écureuils de la carte après la fusion des municipalités et la fusion de ce village avec Donnacona. Donc la Pointe aux Écureuils n'existe plus, mais les écureuils réapparaissent sur la façade. Pardon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces écureuils se retrouvent aussi à l'intérieur dans le cadre d'événements où on vend des crottes aux écureuils, une sorte de petits chocolats, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et puis on se retrouve sur le parvis, comme avant, mais pour des 5 à 7 où on sert de la bière. Et puis on se retrouve, on se rassemble dès qu'il fait beau, donc durant l'été. Dans cet endroit-là, la sacristie de l'église a été transformée en un bar qu'on appelle la sapristie. Les confessionnaux aussi ont été détournés et l'un des confessionnaux a été transformé en cabine de toilette. C'est un projet qui a été repris par des super bénévoles, il est autogéré et c'est l'un des exemples de réussite de projets de requalification collective d'église. Donc ce que je voulais, à travers ces observations-là, peut-être que je suis allée un peu vite, mais peut-être que l'échange permettra de revenir sur certains détails, c'est que ce que j'ai pu observer, moi, en tant que personne considérée comme immigrante nouvelle arrivante au Québec, ce que j'observe depuis 4 ans à travers ma formation, au fil de ma formation en anthropologie, de ma pratique en tant qu'anthropologue, et aussi avec mon regard d'architecte, c'est que entre la Tunisie et le Québec, on peut observer, si on adopte cette modalité de la résonance que je vous ai montré tantôt, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut observer des détournements collectifs qui, de mon point de vue, sont des modes d'appropriation avec une puissance restauratrice qui mérite notre attention. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce registre observable des usages de détournement sont des appropriations qui relèvent des tactiques ordinaires, en quelque sorte, si on reprend le terme de Certeau, et ils viennent précéder le discours même de revendication dans l'appropriation des lieux. On peut voir des occupations sous forme diverses, qui sont soit par une occupation qui réintègre l'espace totalement dans des usages quotidiens et le réinsère dans la vie ordinaire la plus banale. On peut le détourner, on peut parler de détournement par le loisir et l'humour, où des espaces de pouvoir deviennent des lieux de déploiement d'usages ludiques
où le corps est remis au centre de l'occupation de l'espace, où on voit des détournements peut-être à l'échelle du détail, comme la croix sur laquelle on plante le tarif du maïs éclaté de la bière, ou un confessionnal qu'on change en cabine de toilette. Mais c'est de l'humour qui peut-être mérite qu'on s'attarde dessus, parce que l'humour n'est jamais vraiment politiquement neutre non plus. Ces détournements, ils peuvent avoir une forme négociée en quelque sorte, et on assiste à des cohabitations de choses qu'on a tendance à opposer, par exemple comme le sacré, le commerce, euh, dans le cadre d'événements certes ponctuels, mais où la coexistence de choses très différentes peuvent se déployer même ponctuellement. Donc ce que je voulais vous montrer à travers ces observations-là, c'est que ces détournements-là, dans cette réflexion, je les considère comme l'expression d'un attachement qui est déjà là. Et ça vient se relier avec l'idée, la théorie du dwelling de Tim Ingold, ou la disposition à l'habiter. Donc le postulat est que l'attachement est déjà là au lieu, même s'il est non nommé. Il est observable, il se manifeste en pratique de détournement. Et puis ces détournements-là, quand ils sont collectifs, ils sont fédérateurs et ils sont réparateurs du tissu social. Donc le dwelling de Tim Ingold, c'est le mode d'être au monde qui est incorporé, c'est une disposition à l'habiter, et c'est une disposition incorporée à percevoir, se déplacer, s'orienter dans son environnement, et qui précède la relation explicite à un lieu donné. Les détournements révèlent des tactiques ordinaires qui s'inscrivent dans des espaces qui ne sont pas destinés aux communautés qui les reprennent à l'origine. Et ces détournements les détournements selon Certeau me permettent de qualifier ou de nommer ce que je vois sur le terrain. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir votre retour sur cette considération. Ces pratiques qui appartiennent au registre des usages portent une dimension de représentation aussi parce qu'elles disent quelque chose sur la manière avec laquelle les communautés tissent ou retissent la relation avec l'espace qui les dominait, les excluait ou les contrôlait. Cela dit quelque chose sur la modalité avec laquelle ils veulent reprendre possession de ces espaces et aussi reconstituer, retisser leur tissu social dans un espace de pouvoir patrimonial qui n'avait pas vocation nécessairement à, à faire ce travail-là. Donc on remet au centre de ces espaces de pouvoir les activités physiques, le corps, l'amusement et l'humour, et on négocie les limites, on renégocie les oppositions. On s'y rassemble ponctuellement, et puis on intègre le patrimoine au quotidien et à l'ordinaire. Cyrine, J'ai... Oui, si c'est possible, c'est oui. parce Je- qu'on est pour laisser plus de temps pour les questions aussi. Donc voilà, c'est juste Est-ce une qu'on minute a ou fini deux. les 45 minutes? Oui, Les oui, 40 oui, minutes? mais c'est pas grave, mais une minute ou deux de plus. D'accord, j'ai Oui. fini. J'ai fini. J'en ai là pour 2 diapos. Je voulais vous proposer cette diapositive comme une sorte de synthèse avec des images, où à droite, c'est une photo que j'ai prise dans une église à Granby, euh, qui exprime la cohabitation que je vous ai, dont j'ai parlé tout à l'heure, où on coexiste sans toucher à ce qui préexiste. Et puis à gauche, c'est une photo du centre-ville de Tunis, dans la ville européenne dite coloniale, où on voit la superposition et l'idée du palimpseste, où on colle, où on enrobe, où on touche à ce qui existe pour le transformer, à l'adapter au quotidien. Donc ça, c'est comme une sorte de synthèse sous forme d'image. S'il fallait que je retienne une photo de chaque terrain exploratoire. Et pour finir, je repartage la question qui clôturait le texte de présentation euh, de cette présentation, en disant que
est-ce que la reprise collective des bâtiments patrimoniaux anciens lieux de pouvoir constituerait un geste réparateur pour l'histoire, les territoires et celles et ceux qui les habitent? Et pour répondre à cette question, j'ai trouvé une autre question qui répond, en quelque sorte, répondre à une question par une question, pourquoi pas? Mais j'ai trouvé une question particulièrement pertinente qui apporte beaucoup de réponses à cette interrogation, qui est celle de Jean-Louis Tornatore. Face à la puissance politique du patrimoine, outil d'instauration des États-nations, de contrôle des communautés, d'aménagement des territoires, au service du capitalisme néolibéral, est-il possible d'écrire à l'Anthropocène un scénario contre-hégémonique qui ferait du patrimoine un moyen de réinventer nos manières d'habiter la Terre et de changer le monde? Voilà, je vous laisse sur cette question et j'espère que vous avez des questions, des réactions. Merci beaucoup.